Définition, présentation des valeurs des SCOP. Une SCOP est une société coopérative participative de production. Les salariés sont les associés majoritaires car ils détiennent au minimum 51% du capital social et possèdent 65% des droits de vote. Les valeurs véhiculées par les SCOP sont la solidarité, l'altruisme, l'honnêteté et la démocratie. Le principe de démocratie est caractérisé par le fait qu'une personne égale une voix, et ce quel que soit le montant du capital social détenu par la personne au sein de la société. Les différents éléments influençant la prise de décision. La légitimité des dirigeants, car ils ne sont pas forcément formés à la prise de décision et à la gestion stratégique. Cela peut poser problème au niveau de la gestion de la société. Il faut une confiance indéfectible entre les salariés associés et les dirigeants, car si les salariés ne sont plus en adéquation avec les stratégies des dirigeants, possibilité de les révoquer. Au sein des scopes, il faut une transparence à toute épreuve et une cohérence stratégique avec une vision à long terme, mais cela peut être difficile à maintenir si les objectifs et les intérêts des dirigeants et des salariés divergent, d'où l'intérêt d'avoir des intérêts en commun pour faciliter la prise de décision. La prise de décision au sein des scopes, on va voir trois exemples d'entreprises. Le premier, la Balierie. C'est une imprimerie créée dans les années 70, faillite en 93, rachetée par des associés, c'est devenu une SCOP. Elle applique le principe de démocratie, une personne égale une voix. Ils ont développé une relation très forte avec leurs dirigeants, faisant tomber ainsi les barrières de la hiérarchie, désacralisant la prise de décision. Oxalis, c'est l'exemple numéro 2, coopérative d'associés, qui a un grand nombre d'associés et qui a dû mettre en place un système de répartition par groupe afin de pouvoir prendre des décisions à plus petite échelle et ainsi prise de décision devient plus efficace et simplifiée. Enfin, Alma, entreprise spécialisée dans le développement de logiciels par ordinateur. Elle emploie une centaine de salariés, son effectif est trop important. Ça l'a obligé à créer un système de décentralisation appelé Scopet afin de mobiliser tous les salariés et rendre la prise de décision plus concrète, plus directe et plus effective. Donc le consultant au sein de la prise de décision. Donc aujourd'hui, le consultant en fait, il joue sur la zone grise entre les informations confidentielles et non confidentielles. Tout d'abord, le benchmarking au sein des entreprises, où il y a des diffusions des informations plus ou moins secrètes aux concurrents. Et enfin, une circulation d'informations entre les concurrents, ce qui va permettre une meilleure compréhension de son environnement par l'entreprise et qui va permettre une meilleure prise de décision. Jusqu'à la fin du XXe siècle, en fait, on a un modèle keynésien en France. Donc, l'entrepreneur a peu de liberté puisque l'État est très interventionniste et intervient beaucoup au sein des sociétés. C'est pourquoi, en 2003, on a beaucoup de chômage et ainsi plusieurs lois vont intervenir pour réduire les dépenses sociales et ainsi relancer l'économie et arriver vers un objectif de plein emploi où en fait les personnes qui n'ont pas d'emploi et notamment dans des régions dévastées, ils vont pouvoir relancer leur activité en se lançant dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, en fait, on a l'apparition de nombre d'entrepreneurs, notamment des entrepreneurs sociaux et des entrepreneurs conventionnels. Donc ici, en fait, on va pouvoir faire une différence entre l'entrepreneur social et l'entrepreneur conventionnel, ces deux grands entrepreneurs actuels. Donc on sait bien que l'entrepreneur social, son intérêt principal, c'est l'intérêt public et ce n'est pas la maximisation du profit, alors qu'à l'inverse, l'entrepreneur conventionnel, lui, est plutôt sur des intérêts économiques. Sur une vision à court terme, en fait, l'entrepreneur social va lui chercher du profit pour pouvoir survivre et en fait relancer son action par des investissements. À l'inverse, l'entrepreneur conventionnel, il va être en recherche de liquidité. Le but principal sur du long terme pour l'entrepreneur social, en fait, c'est de continuer à se développer dans d'autres régions en restant sur les mêmes actions sociales lancées, ne plus rester sur un même territoire. Et enfin, l'entrepreneur conventionnel, lui, va être sur une recherche d'investissement, de dividendes, d'attirer de nouveaux actionnaires. Et c'est pourquoi on peut voir qu'il y a une mise en place de la RSE au sein de l'entrepreneur social avec un bien-être, un développement quotidien, alors que l'entrepreneur conventionnel, lui, il va être plus dans le recherche de profit, d'investissement et de nouveaux actionnaires. Le moment de la prise de décision est aussi celui de la fixation d'une stratégie. Cette stratégie peut être influencée par une recherche de performance plutôt marketing, axée vers le client, ou une performance plutôt influencée par l'approche financière, axée sur la maximisation du profit. Le marketing de la valeur, c'est l'interaction entre ces deux sphères relativement opposées. En effet, elles sont toutes deux désireuses de rendre l'entreprise performante, mais n'ont pas la même notion de la performance. Ainsi, le marketing de la valeur consiste à créer de la valeur tout en respectant les exigences des actionnaires. On observe alors un nouveau langage commun entre marketeurs et financiers. Le marketing guide les investissements. Il constitue aussi des actifs rares et inimitables de l'entreprise.
Enfin, les stratégies marketing impactent sur les cours boursiers des entreprises. Ainsi, pour le marketing de la valeur, le marketing développe des actifs qui contribuent à la richesse actionnariale de l'entreprise. Le marketing développe aussi des indicateurs financiers utiles à la prise de décision. On est maintenant dans une situation d'entrepreneuriat. Ce sont des salariés qui engendrent des idées innovantes au sein d'entreprises. Normalement, ce processus d'entrepreneuriat comprend trois phases. La première est la génération d'idées, la deuxième est la sélection, la troisième est le développement. Il existe également deux types de processus d'innovation, le top-down et le bottom-up. Tempiel est né dans Philips, qui est une multinationale qui, même si elle encourage l'émergence d'idées venant des salariés, mais reste encore dans un processus dit top-down. Donc, face aux nombreuses difficultés rencontrées lors du projet, par exemple le projet de périphérie de stratégique, le manque de la visibilité, la difficulté d'accès au marché, une allocation des ressources incertaines et des réorganisations. Tempiel a failli ne pas se concrétiser. Mais finalement, Tempiel a fait tourner cette situation défavorable à son avantage et a développé des éléments stratégiques considérables. Et surtout, il y a deux points. D'abord, Tempiel il a une structure flexible dite l'ambidextrie. Et le deuxième, il a un réseau très fort de relations d'entrepreneurs.